Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette séance du 19 avril que j'ai donc prononcée hier en présentiel pour l'UTL et pour cette première partie dans laquelle je vais bien sûr continuer de traiter de la question que j'ai choisie et cette fois-ci donc nous sommes entrés dans le moment de la plaidoirie pour Descartes, la défense et l'illustration de la position de Descartes par rapport à cette fameuse citation « Nous rendre comme maîtres ses possesseurs de la nature ». Avant de continuer, je voulais donner cette précision concernant la suite des événements pour l'Université du temps libre de Tarbes. Je n'ai pris aucun engagement très ferme concernant ce qui se passera l'année prochaine. Bon, j'ai demandé à l'Université du temps libre de me réserver un créneau dans l'horaire, à tout hasard, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fourni de sujet, j'en fournirai peut-être un, mais j'aime autant vous en avertir tout de suite avec la possibilité éventuellement d'en changer. Si les choses, si simplement ma fantaisie l'exige dans le cours des grandes vacances d'été, parce que je constate que le passage de cette épidémie, de cette pandémie de Covid a quand même fait de lourds dégâts. Nous en sommes à 2, 3 dizaines de vues pour ces vidéos, une douzaine, une quinzaine au mieux de participants au cours en présentiel. Alors, je n'impute pas cette désaffection des auditoires seulement au Covid, hein. Il y a certainement aussi de mon fait, je ne le sais pas, mais je ne sais pas si je vais continuer dans ces conditions, d'autant plus qu'actuellement, toujours afin de préserver la possibilité pour mes auditeurs, mes anciens auditeurs de Théophile Gautier qui ne sont pas adhérents de l'UTL, pour préserver la possibilité qu'ils continuent de pouvoir assister à ces cours, je les fais en présentiel le mardi et je les enregistre le mercredi, ce qui constitue évidemment une double contrainte. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Si il y avait, et je reprends cette demande, je réitère cette demande, s'il y avait concernant l'année prochaine des désirs, des souhaits particuliers concernant tel ou tel thème qui pourrait être traité, tel sujet, tel auteur étudié, telle œuvre, n'hésitez pas à m'en faire part, ça pourrait éventuellement redynamiser un petit peu les choses. Je vous avoue que je me sens un tout petit peu en cette fin d'année scolaire, un tout petit peu, pas découragé, mais enfin démobilisé. Et puis s'ajoute le fait que je fais ces cours de philosophie depuis 1993, l'an prochain ça fera 30 ans. Il n'est pas possible que je fasse ça depuis 3 décennies sans me répéter un petit peu, sans disons, sans que ceux qui y assistent aient la possibilité de voir se renouveler un peu les approches, les perspectives, les références, etc. Bon, voilà. Je vous avoue que s'il y avait d'autres candidats pour occuper cette place de professeur de philosophie à l'Université du temps libre de Tarbes, il n'y aurait peut-être que des avantages à ce que je lui cède, évidemment. Bon, écoutez, nous verrons. Pour l'instant, je continue dans cette défense de ce malheureux Descartes. Alors, la dernière fois, je l'ai dit, enfin, j'ai énuméré depuis le début un certain nombre des griefs qui justifiaient qu'on s'en prenne à cette fameuse formule maître, c'est possesseur de la nature. Et j'avais, pour commencer à défendre Descartes, fait remarquer que ne retenir que ces quelques mots, maître, c'est possesseur de la nature, c'est oublier que la citation complète, qui est trop souvent tronquée, trop souvent amputée, la citation complète dit que la science et bien sûr les techniques que cette science rend possible pourraient nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Le comme est ici de rigueur. Il introduit évidemment une restriction qui, si on la laisse tomber, si on l'oublie, modifie complètement le sens de la proposition cartésienne. Cette proposition de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature n'a de sens que, disons,
remise en rapport avec la fameuse image de l'arbre cartésien. Cet arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches la médecine, la mécanique et la morale. Car il est bien certain que si, quant au fondement, c'est la métaphysique qui supporte tout, cette métaphysique que Descartes élabore dans les méditations métaphysiques, si la physique est toute cette science de la nature, cette science de la matière soumise aux lois que Dieu y a instituées, comme dit Descartes, comme un monarque en son royaume, eh bien, c'est tout de même, d'abord, comme le dit Descartes, des branches des arbres et non pas de leur tronc et encore moins de leurs racines qu'on cueille les fruits. C'est bien des branches des arbres qu'on cueille les fruits que nous donnent les arbres. Et le fruit le plus précieux, c'est certainement celui qui pousse sur la branche que Descartes mentionne en dernier, à savoir la morale. Morale qui est porteuse de ce que Descartes déclare attendre de la philosophie dans la préface, la lettre préface des principes de la philosophie, publiée donc en 1646, vers la fin de sa vie. C'est cette morale dont Descartes attend qu'elle nous montre la voie de la sagesse, de ce que les anciens appelaient la vie bonne. C'est au fond cela qui doit nous guider dans notre rapport à la nature, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport au monde et au monde en tant que nous en faisons partie. Ce qui veut dire que nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, ce n'est pas seulement acquérir la maîtrise et la possession de la nature physique, du monde matériel, du monde des corps, c'est acquérir la maîtrise de cette nature en tant que nous en faisons partie. Pourquoi? Parce que même si, bien sûr, en un sens strict, en un sens absolu, nous n'appartenons pas complètement, nous, humains, à la nature, puisque Descartes a dit, il écrit dans cette lettre que j'avais citée, par nature, j'entends la matière même et, ajoute-t-il, les lois que Dieu y a instituées. Bien sûr, l'homme n'est pas, pour Descartes, je l'avais dit, un être exclusivement, totalement matériel. L'homme, c'est l'union de l'âme, d'une âme et d'un corps. L'union d'une âme et d'un corps. L'union, je l'avais dit, quasi substantielle, même si cette union n'est pas elle-même ce que Descartes appelle en toute rigueur dans la langue métaphysique qui est la sienne une substance, union quasi substantielle qui est un être particulier, qui a une nature lui aussi, et c'est cette nature dont nous devons nous rendre maîtres parce que la morale, la troisième branche de l'arbre, eh bien cette morale, c'est la conduite, on dirait aujourd'hui, c'est la gestion de cette réalité particulière qu'est l'homme, c'est-à-dire l'union d'une âme et d'un corps. La théorie de cette morale, elle est faite, je l'avais dit brièvement, dans le dernier livre qu'écrit Descartes, à savoir le traité des passions de l'âme, des passions de l'âme. Et dans ce traité des passions, Descartes déploie toutes les conséquences de ce fait que nous sommes l'union d'une âme et d'un corps et que nous devons vivre la vie de cet être, la vivre bien, vivre d'une vie conforme à la nature de cet être. Ajoutons que par passion, dans l'intitulé, dans le titre des passions de l'âme, par passion, il ne faut pas entendre seulement ce qui nous rend passionnés au sens contemporain du terme. Par passion, il faut entendre tout ce qui arrive dans l'âme du fait de son union avec le corps. C'est-à-dire, il faut comprendre tous les aspects par lesquels l'âme pâtit, du verbe pâtir qui signifie subir, tous les aspects par lesquels l'âme pâtit du fait qu'elle est unie à un corps, ce qui bien sûr inclut les passions au sens contemporain du terme, au sens balzacien, si vous voulez, ces passions que sont l'amour, la haine, la jalousie, l'ambition, etc. Eh bien, cela comprend bien sûr toutes ces passions, mais passions ont un sens chez Descartes beaucoup plus large, qui inclut, par exemple,
les perceptions, les sensations, les émotions, tout ce qui se passe dans l'âme et qui ne s'y passe que parce que cette âme est engagée dans un rapport intime avec un corps. Lorsque, par exemple, je pose par mégarde ma main sur un objet brûlant, j'éprouve une douleur. Cette douleur, je l'éprouve dans l'âme. La douleur est un fait psychologique, mais je ne l'éprouve que par une action que cette âme subit du corps. S'il y a passion, c'est qu'il y a réciproquement action. Si je fais le geste volontaire, par exemple, de lever le bras, eh bien, on a affaire à une action de l'âme sur le corps. C'est l'âme qui fait quelque chose et qui fait quelque chose qui a un effet dans le corps. Et dans ce cas, on parle d'action. Eh bien, le traité dit des passions de l'âme, intitulé des passions de l'âme, ce traité est un traité de la façon de conduire l'existence d'un être qui a cette caractéristique d'être constitué par une âme et un corps étroitement unis au point de pouvoir exercer l'un sur l'autre une interaction. Voilà ce que signifie l'idée de morale dans la troisième branche de l'art. On est très loin, vous le voyez, de la signification qu'a fini par prendre le mot moral et qui renvoie beaucoup plus directement à un système de devoirs, d'obligations, d'interdictions, donc un système, si vous voulez, considéré comme un système de contraintes. Et on n'en est pas du tout là avec l'idée de passion chez Descartes. Il faudrait plutôt penser, plutôt qu'à la morale, plutôt penser à ce qu'on appelle depuis l'Antiquité d'ailleurs, quelque chose comme une éthique, si vous voulez, avec une différence que je ne vais pas développer ici, mais qui renvoie à cette idée que dans un cas, nous avons affaire à un système de devoir et dans l'autre, à un système d'impératif, sans doute, hein, parce que l'éthique n'est pas moins impérative que le devoir, que la morale, mais un système qui renvoie à l'idée de vie bonne plutôt qu'à l'idée de vie vertueuse, si vous voulez, encore que vie vertueuse convient bien, si l'on entend par vertu le sens que depuis l'Antiquité on donnait à ce mot, c'est-à-dire une conduite conforme à l'excellence de ce que peut être un humain tel que nous le connaissons, c'est-à-dire l'union de l'âme et d'un corps. Je vous recommanderais volontiers la lecture du Traité des Passions, qui est un livre qui, très différent de ce que sont les méditations métaphysiques ou le discours de la méthode, qui est un livre de conduite de l'existence, et donc un livre de philosophie, certainement, mais un livre qu'on peut lire avec l'espoir justifié, légitime, d'en tirer des enseignements pour la conduite de sa propre vie, de tirer des enseignements immédiatement, je dirais, utilisables pour la conduite de sa propre vie, comme c'est le cas dans, par exemple, quand on lit les Essais de Montaigne ou l'éthique de Spinoza ou, je ne sais pas, moi, par exemple, encore les propos d'Alain. Voilà. Donc, ce qui nous oblige à prendre d'emblée une perspective différente sur cette formule, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, ce n'est pas seulement la présence du comme, c'est le fait que cette présence du comme restrictif est justifiée par le fait que cette maîtrise et cette possession est doit d'abord être celle de notre propre nature. Elle doit d'abord être une maîtrise morale. Or, une maîtrise morale, une excellence morale ne va pas nous commander de nous tourner d'abord, immédiatement et d'emblée vers une maîtrise technique des choses matérielles. Voilà ce qu'il faut conclure de la manière dont s'organise cet arbre cartésien de la philosophie. Alors, j'avais aussi la dernière fois terminé en disant que ce qui rendait plus encore suspecte la prétention cartésienne à nous rendre grâce à la science comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est le fait que la science cartésienne a, au fond, si mal vieilli, elle est devenue si éloignée de ce que la science est aujourd'hui, la physique en particulier, qu'il serait vain d'espérer, fondé sur une telle physique,
une quelconque prétention de maîtrise et de domination de la nature. Et on aurait, je dirais, assez facilement la tentation de conclure que Descartes ne pouvait former ce projet fou, délirant, démesuré, de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, que parce qu'il avait de la nature une idée, je dirais, tellement limitée, tellement pauvre finalement, que à la rigueur, il pouvait s'imaginer que quelque chose comme une maîtrise, une possession soit possible. Mais nous savons que depuis Descartes, du temps a passé, que Newton est venu, que la relativité d'Einstein est venue, que la mécanique quantique est venue et que toutes ces vagues successives de ce qu'il faut bien appeler un progrès scientifique, toutes ces vagues ont, en déferlant, petit à petit érodé et même, on peut dire, pratiquement dans sa totalité, ruiné la physique, la mécanique cartésienne, le monde physique, la matière, la nature de nos physiciens aujourd'hui n'a plus rien de commun avec ce jeu de petites particules de matière divisible à l'infini qui évoluent dans l'univers, qui se déplacent dans l'univers sans aucun vide d'ailleurs, et qui s'entrechoquent, qui se poussent les unes les autres, qui forment des assemblages, des tourbillons, etc. La matière cartésienne qui offrait en effet un modèle assez séduisant d'intelligibilité rationnelle sous la forme de la science géométrique, eh bien, cette matière cartésienne n'est plus. Elle a été, et bien entendu, évacuée, éliminée par des conceptions de la matière qui ont considérablement complexifié les choses, mais pas seulement complexifié au sens d'une complication géométrique, mais au sens où la matière, ce n'est plus du tout simplement aujourd'hui, je dirais, de la géométrie solidifiée, c'est de l'énergie, ce sont des charges électriques, ce sont des particules qui ne sont même plus localisables, dont les mouvements obéissent à des lois qui sont statistiques et non rigoureusement déterministes, etc. Alors, il reste que, il me semble, et c'est ce que j'avais dit, je crois, en terminant la dernière fois, il me semble qu'en dépit de l'obsolescence de la physique cartésienne, eh bien, quelque chose reste, quelque chose survit de l'esprit de cette physique, et quelque chose qui en survit est précisément ce qu'on a en ligne de mire quand on condamne la prétention cartésienne à la maîtrise et la possession de la nature. Ce qu'on a en ligne de mire, ce qu'on condamne dans cette physique cartésienne, dans cette science cartésienne, c'est une conception qu'on peut appeler réductionniste de la nature. Conception réductionniste, donc, évidemment, car il n'y a qu'un pas à faire pour passer d'un mot à l'autre, une conception réductrice. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est expliquer en quoi cette conception cartésienne de la nature est effectivement, ça on ne peut pas le nier, réductionniste, expliquer ce que cela veut dire, ce qu'est une démarche, une attitude, une méthode réductionniste, et enfin prendre à mes risques et périls la défense de cette méthode, de cette démarche, de cette approche réductionniste de la nature. Et fonder donc pour une bonne part, ma défense et illustration de Descartes sur une défense du réductionnisme lui-même. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est une très lourde tâche et c'est une ambition qui peut paraître folle que de plaider la cause du réductionnisme, qui est compromis, qui est un isme. Il y a beaucoup d'ismes qui sont fort compromis, vous le savez. Eh bien, cet isme du réductionnisme est compromis avec d'autres ismes. Il est compromis avec scientisme, avec positivisme, et plus loin, moins directement, mais de façon à établir une continuité tout à fait certaine, avec peut-être des choses comme extractivisme, par exemple, ou peut-être même capitalisme, par exemple. Et j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réductionnisme, par réductionnisme et par démarche ou approche réductionniste? La formule
par laquelle pourrait se résumer peut-être l'idée du réductionnisme est celle-ci. Alors, prenez-la comme une formule qui fait un bloc. Être réductionniste, c'est dire de ceci qu'en réalité, ça n'est rien d'autre que cela. Sous-entendez, ceci n'est rien de plus que cela. Ceci qui donne toutes les apparences de quelque chose d'extraordinairement riche, profond, compliqué, majestueux, magnifique, n'est au fond que quelque chose de beaucoup moins riche, beaucoup moins profond, beaucoup moins compliqué, beaucoup moins majestueux ou admirable. Je vais prendre quelques exemples. L'enfant qui a peur dans sa chambre au moment où il doit s'endormir, des monstres qu'il voit sur le mur de sa chambre. Alors il voit des monstres, il vous appelle, il crie, vous accourez et il vous montre le mur, il vous dit il y a des monstres ici, j'ai peur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui montrer que ces monstres menaçants, que ces silhouettes qui ont l'air de se déplacer sur son mur et de se pencher vers lui peut-être, que ces silhouettes ne sont rien d'autre que, rien de plus que les ombres des feuilles de l'arbre qui est dans la rue, interposées cet arbre entre le mur et la lumière du réverbère. Et vous allez lui dire, mais regarde, tu vois bien les feuilles bouger, tu vois bien les ombres sur le mur, et tu vois bien que c'est la même chose. Et donc, tes monstres, ça n'était rien d'autre que, ça n'était rien de plus que des ombres sur les murs. Et pour le rassurer encore, vous allez vous-même, c'est évidemment ce qu'il faut faire, produire vous-même les ombres à l'aide de la lumière du réverbère sur le mur. Vous allez agiter vos mains, vous allez avec vos mains fabriquer des silhouettes de monstres. Et ensuite, parce qu'il faut continuer comme ça, vous allez lui faire lui-même, lui faire produire lui-même ces ombres. Et ce qu'il aura lui-même produit par les propres mouvements de son corps, eh bien, il verra bien que ça n'a rien de redoutable et il n'aura plus peur. Le réductionnisme, ça j'y reviendrai à la fin, le réductionnisme a en particulier cette vertu de nous libérer des peurs qui naissent d'une considération tout à fait excessive des spectacles dont nous sommes les témoins dans le monde. Et donc, être réductionniste, c'est montrer que ceci n'est rien de plus ou rien d'autre que cela. Alors, je vais prendre d'autres exemples. Prenez par exemple l'eau. L'eau est une chose merveilleuse, magnifique, quelquefois grandiose, souvent bienfaitrice, quelquefois aussi menaçante et destructrice. L'eau, c'est le spectacle de la mer. Ce sont les rouleaux que vous voyez déferler, contemplant l'océan sur les plages de l'Atlantique. C'est le petit bruit du ruisseau auprès duquel vous vous reposez. C'est le spectacle sublime des chutes du Niagara. C'est la pluie, c'est la grêle, c'est la neige, chose évidemment menaçante, c'est l'inondation. Bref, l'eau, c'est une immensité de puissance prodigue, mais aussi destructrice, de puissance esthétique aussi. L'eau est un merveilleux thème de rêverie. Et d'ailleurs, Bachelard a écrit un très beau livre intitulé L'eau et les rêves, dans lequel il analyse toutes les images aquatiques qu'on trouve dans la poésie. Hein. Rappelez-vous, La Fontaine, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. C'est l'un des plus beaux vers des fables, je trouve. Et vous avez là-dedans déjà toute la puissance esthétique de l'eau. Eh bien, que vous dit le physicien? Que vous dit le chimiste? Et ils vous disent tout simplement, l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est H2O. C'est deux atomes d'hydrogène
accroché à un atome d'oxygène. Voilà ce que c'est que l'eau. Et toutes les manifestations dont nous venons de parler, toutes les occurrences concrètes de l'eau se ramènent toutes identiquement à H2O. Voilà ce qu'est la démarche réductionniste et c'est la démarche scientifique. C'est la démarche scientifique, ce pourquoi d'ailleurs on impute très souvent à la science la responsabilité en réduisant ainsi un phénomène, une réalité aussi riche et aussi profonde, aussi prodigue de bienfaits en même temps que menaçante de méfaits que l'eau, eh bien, en la réduisant à cette petite chose que sont deux atomes d'hydrogène accrochés à un atome d'oxygène, eh bien, au fond, on réduit et on n'est pas seulement réductionniste, mais réducteur de la réalité de l'eau, on oublie, on nie, et on jette à la corbeille tout ce qui fait pour nous l'intérêt, le charme, la beauté, éventuellement les dangers de l'eau. Donc, je reviendrai plus tard sur cette imputation, sur cette accusation qu'on lance à la science, mais voilà ce qu'est le réductionnisme. On pourrait donner comme ça une multitude d'exemples. Je pourrais aligner une infinité d'exemples attestant ce fait que la démarche réductionniste, la démarche qui consiste à ramener ainsi une certaine réalité à quelque chose qui est au fond beaucoup moins que ce qu'on croyait, eh bien c'est la démarche même de la science, c'est la substance même, je dirais, de l'attitude, de la démarche, de la méthode scientifique. Ça ne veut pas dire que la science ne fasse que ça. Cela ne veut pas dire que la science ne passe que par la méthode réductionniste. Nous verrons que les choses sont évidemment plus compliquées. Continuons à explorer cette notion de réductionnisme et à définir l'attitude réductionniste. Auguste Comte avait, lui, dans les années de la première moitié du XIXe siècle, parfaitement mesuré la portée, la nature et la portée et la valeur de ce type d'approche dans la science. Il était parfaitement conscient que très souvent, en effet, la science consiste, et c'est l'expression qu'il utilise, à expliquer le supérieur par l'inférieur, à expliquer un certain niveau supérieur par un niveau inférieur. On va expliquer ce que cela veut dire. Lui ne parlait pas de réductionniste. Lorsqu'il disait que la science, en effet, tend à expliquer le supérieur par l'inférieur, il ne parlait pas de réductionniste, lui utilisait le mot de matérialisme. Et on va comprendre pourquoi il parlait de matérialisme. Ce que Comte appelait matérialisme, c'est ce que nous appelons réductionnisme, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, par supérieur et par inférieur, il ne faut pas entendre des questions de valeur. Comte ne se réfère pas à une hiérarchie de valeurs. Bien entendu, nous avons tendance, nous, à hiérarchiser les êtres en fonction de critères que nous considérons comme des critères de valeur. Par exemple, nous avons coutume de considérer qu'un être doué de conscience, un être capable de sensibilité, de souffrir, eh bien, cela a plus de valeur qu'un être qui serait, par exemple, simplement vivant, mais qui n'aurait pas cette capacité par exemple, d'éprouver des sensations comme celle de la douleur ou du plaisir. Nous considérons comme supérieur encore à cet être vivant qui n'est capable que d'éprouver douleur et plaisir, nous considérons comme en général, nous sommes en général d'accord, pas tout le monde, ça je le sais, mais nous sommes en général d'accord pour reconnaître une valeur supérieure à ce type d'être qui est capable non seulement de conscience, de sensation, éventuellement de perception et de douleur et de plaisir, mais capable, qui plus est, par exemple, de réflexion,
de retour réflexif sur ses propres états de conscience, sur ses propres souffrances, sur ses propres plaisirs, comme capable, par exemple, de réflexion intellectuelle, qui est capable de théoriser cela. C'est pour ça que nous attribuons en général plus de valeur sur le plan moral, sur le plan éthique, à un être humain qu'à un animal. Je sais bien qu'il y a aujourd'hui tout un courant de ce qu'on appelle l'antispécisme qui voudrait absolument aplanir toutes ces hiérarchies, les supprimer, et qui nous dit que n'importe quel être vivant peut avoir autant de valeur que n'importe quel être humain. Nous sommes peu nombreux à partager cet avis, ce qui ne nous dispense pas d'examiner ce qu'il y a de pertinent dans cette manière de remettre en question nos hiérarchies habituelles. Ce n'est pas l'antispécisme. Dans l'antispécisme, il y a les fous furieux. Il n'est pas peuplé que de fous furieux. Et il y a là-dedans des réflexions philosophiquement très pertinentes et qui doivent être absolument discutées. Il reste que cette hiérarchie de valeurs qui fait que nous plaçons plutôt tout en bas la matière inerte, à laquelle nous accordons en général moins de valeur qu'aux êtres vivants, eh bien, cette hiérarchie de valeurs, elle est, d'une façon générale, très largement partagée. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question dans la distinction que fait Auguste Comte entre des niveaux supérieurs et des niveaux inférieurs. Même si la distinction que fait Auguste Comte va largement, pour l'essentiel, recouvrir nos hiérarchies de valeurs. Qu'est-ce que Auguste Comte entend par inférieur et par supérieur? L'inférieur, c'est le niveau de la plus grande généralité. Le supérieur, c'est le niveau de ce qui est plus particulier. Attention, je ne dis pas le général et le particulier, je dis le niveau de la plus grande généralité, le niveau de la plus grande particularité. C'est-à-dire que, par exemple, prenons les êtres vivants. Les êtres vivants sont constitués de... ils ont une anatomie, ils ont une physiologie qui obéit à certains principes, et ces êtres vivants sont par exemple constitués de parties qui n'existent pas au niveau inférieur de la matière inerte. C'est-à-dire que, par exemple, les êtres vivants sont faits de cellules. Ces cellules ont un noyau, elles ont des organes internes, elles ont des chromosomes. Ces chromosomes eux-mêmes, ce sont des filaments d'ADN, etc. Tout cela relève d'un certain niveau de complexité, mais tout complexe que soit, si complexe que soit, si organisés que soient les êtres vivants, ils sont tous, exactement comme les choses inertes, composés des mêmes atomes qui ont été formés dans les étoiles au tout début de l'univers. C'est-à-dire que le niveau atomique qui est le niveau, si vous voulez, de la physique, c'est le niveau de la plus grande généralité en termes d'explication, de la plus grande généralité, et sur ces niveaux de plus grande généralité va pouvoir se greffer un niveau de moindre généralité, un niveau plus particulier, qui est par exemple le niveau de la chimie. Parce que la chimie étudie des corps qui s'organisent d'une façon correspondant à une possibilité du monde physique, mais une possibilité qui n'est pas réalisée partout. Partout dans l'univers physique, chimique, biologique et même humain, il y a des atomes. Et ce sont les mêmes atomes, par exemple de carbone, qui entrent dans la constitution du corps humain, ou d'hydrogène, que les atomes de carbone qui entrent dans la constitution du charbon ou du diamant, ou les atomes d'hydrogène qui entrent dans la composition de l'eau. Ce qui veut dire que le niveau des objets qu'étudie la physique, le niveau des lois qu'étudie la physique, lois qui régissent les mouvements de ces objets, eh bien ce niveau, c'est ce niveau de la plus grande généralité, sur lequel vient se greffer un niveau plus particulier, dans lequel continuent d'exister les mêmes éléments qu'au niveau inférieur, dans lequel continuent de valoir les mêmes lois qu'au niveau inférieur, mais qui ajoute au niveau inférieur de ce qui est strictement et seulement physique, un niveau d'intelligibilité qui est supérieur au sens où il implique de faire référence à des concepts et de faire référence à des lois qui n'ont plus de sens.
au niveau inférieur du monde strictement physique. Et au niveau supérieur à celui du niveau chimique, se trouve le niveau organique, le niveau de la vie, où il est toujours question, bien sûr, de particules physiques et de chimie, mais d'une chimie organique qui implique des types d'objets qui n'existent pas au niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau de la matière inerte, cette matière qui n'est, si vous voulez, que physique et chimique. Le vivant, c'est du physico-chimique, ce sont des atomes les mêmes que ceux qui entrent dans la composition de la matière inerte, c'est de la chimie, mais c'est une physico-chimie organisée de telle façon que vous ne pouvez plus vous contenter pour l'étudier de faire référence au même concept et de parler des mêmes objets et d'utiliser les mêmes lois qu'au niveau inférieur. Et quand on arrive à un niveau encore supérieur que le niveau d'être doué de conscience, d'être doué de psychisme et d'être capable de s'organiser socialement, eh bien, alors intervient à nouveau des concepts, des lois, parce que nous avons affaire à des objets radicalement différents de ceux qui sont situés au niveau inférieur. Radicalement, l'adverbe ne convient pas, parce que radicalement, si on prend étymologiquement, c'est-à-dire si on remonte à la racine, même les êtres humains vivant dans les sociétés aussi complexes, aussi organisées, aussi structurées, aussi intégrées que nous le connaissons, restent des êtres vivants faits d'atomes et toujours soumis aux lois de la physique, de la chimie et aux lois générales du monde vivant, aux lois qu'étudie la biologie. Eh bien, qu'est-ce que le réductionnisme? Le réductionnisme est cette démarche, alors, légitime jusqu'à un certain point, et qui cesse de l'être au-delà de ce point, qui consiste à expliquer le supérieur par l'inférieur. Il est légitime d'étudier et de chercher à comprendre les propriétés, par exemple, des gaz, des fluides gazeux, par exemple, se présentant dans l'atmosphère, dans une pièce, à partir des constituants, des composants ultimes de ces gaz, c'est-à-dire, par exemple, de leurs particules. Voilà ce que peut vouloir dire inférieur par rapport à supérieur. Le supérieur étant un tout dont les particules constituantes constituent le niveau inférieur. Eh bien, ça a été l'un des premiers succès remarquables de la démarche de la méthode réductionniste que d'expliquer le comportement macroscopique, le comportement d'un gaz à l'échelle, par exemple, du volume qu'il contient, une salle de classe, par exemple, ou une salle de réunion, ou l'atmosphère, d'expliquer les comportements de ce gaz à partir de la nature des particules élémentaires qui le constituent. Ça, c'est un exemple typique de démarche réductionniste et un exemple qui, en général, est considéré comme l'un des plus emblématiques des succès rencontrés par la démarche réductionniste dans l'histoire générale des sciences. Mais il y en a bien d'autres. Lorsque, par exemple, vous rendez compte d'un phénomène comme l'hérédité biologique, la transmission des caractères physiques, somatiques, mais aussi psychiques, des ascendants aux descendants. Lorsque vous cherchez à rendre compte de l'hérédité, vous êtes évidemment devant une énigme redoutable, parce que nous savons bien ce qui passe des parents aux enfants dans la reproduction, et lorsqu'on examine ces choses, il est très difficile d'y voir ce qui peut porter, ce qui peut véhiculer ces caractères qui seront, nous le savons, transmis, et pour certains avec une fidélité extrême, car il s'agit, à partir de l'union de deux cellules, des deux cellules des parents, dans la reproduction sexuée du moins, il s'agit à partir de la réunion de deux cellules de reconstituer la totalité d'un organisme vivant avec toutes les spécificités cellulaires, des spécificités cellulaires comme celles, il faut des cellules de sang, des cellules de foie, des cellules de rein, des cellules d'os. Il faut des cellules correspondant à toute la diversité des tissus constituant un organisme humain. Il faut donc que se reconstitue
ces cellules dans leurs caractéristiques particulières et que se reconstitue toute leur organisation. Et très longtemps, bien sûr, durant des siècles, les esprits humains se sont trouvés face à ce problème de la transmission des structures vivantes et des caractères des parents aux enfants, comme devant une énigme absolument redoutable. Or, nous savons maintenant, en gros, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Nous sommes même assez loin de savoir tout. Il est même possible que nous ne sachions jamais tout. Mais nous en savons aujourd'hui beaucoup, et je dirais, nous connaissons quand même l'essentiel du mécanisme sur lequel repose cette transmission des caractères, c'est-à-dire l'hérédité biologique, depuis que nous avons découvert successivement la cellule, le noyau, les chromosomes, les gènes, la molécule d'acide désoxyribonucléique, sa structure en double hélice, sa duplication, puis sa réplication. Nous connaissons, je dirais, quand même l'essentiel des mécanismes de ce genre de processus, mais cette connaissance, par où est-elle passée? Elle est passée typiquement par une démarche réductionniste, c'est-à-dire que nous savons maintenant que le secret de la transmission des caractères macroscopiques, par exemple la forme d'un organe, un foie, un cœur, un rein, un cerveau, les caractères macroscopiques qui peuvent être aussi, par exemple, la physionomie d'un visage, et les caractères, y compris psychiques, je l'avais dit, eh bien, tout cela, on peut en rendre compte à partir d'une connaissance, de la structure microscopique des composants, des constituants microscopiques élémentaires de la cellule vivante. Donc, nous sommes là devant une série d'exemples qui attestent que la démarche réductionniste est bien au cœur de l'approche scientifique et des plus grands succès de l'approche scientifique et de leurs applications médicales. Par exemple, si nous avons la possibilité aujourd'hui, financièrement alimentée, comme vous le savez, par la charité publique sous la forme du Téléthon et autres formes de dons. Eh bien, si nous avons la possibilité de commencer à pouvoir traiter, voire guérir des maladies génétiques, c'est uniquement grâce à je dirais c'est presque uniquement grâce à l'approche réductionniste. L'approche réductionniste est aujourd'hui celle qui fait, en médecine par exemple, preuve d'une efficacité foudroyante, même si il est certain, et ça tous les biologistes le savent, tous les médecins le savent, même s'il est certain que cette approche réductionniste ne peut pas à elle seule suffire. Et donc, je dirais un petit peu pourquoi, un petit peu plus loin. Mais on pourrait multiplier les exemples. Lorsque, par exemple, vous traitez un cancer en asphyxiant les cellules cancéreuses, les cellules tumorales, lorsque vous les asphyxiez en les privant, par exemple, de sucre ou d'oxygène, de sang, eh bien, lorsque vous agissez sur la circulation sanguine qui alimente ces cellules, eh bien, vous êtes dans une approche de type réductionniste et cette approche réductionniste est encore plus caractérisée lorsque vous allez chercher, par exemple, les fondements génétiques, s'il y en a, d'affections comme le cancer. Et donc, là, nous sommes, je dirais, devant cette réalité indubitable, indiscutable, que si l'on demandait à la science d'arrêter d'être réductionniste, cet adjectif qui a aujourd'hui si mauvaise presse et une valeur à ce point péjorative, si on demandait à la science d'arrêter d'être une science réductionniste, eh bien, il n'y aurait plus de science du tout. Ça, c'est une certitude. Ce qui ne veut pas dire que la science puisse faire seulement avec la démarche réductionniste. Alors, je montrerai pourquoi, justement, elle ne peut pas se passer d'une autre manière de procéder, mais je montrerai aussi que défendre le réductionnisme comme fondement de la démarche scientifique, c'est aussi contribuer à réhabiliter tout de même l'esprit de ce qu'a été la science cartésienne,
la philosophie cartésienne même, et donc c'est nous interdire de faire de cette accusation, de ce grief de réductionnisme, un motif suffisant pour s'en prendre à Descartes et pour le condamner. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette séance donc, du 19 avril 2020.